Bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette première séance d'Insurance Committee. Donc, nous espérons pouvoir organiser plusieurs séries et que de nombreuses personnes seront intéressées par ce type d'événement. C'est une première pour nous et nous avons de plus en plus de membres qui s'intéressent au comité assurance. De nombreuses personnes qui travaillent au CF Institute en fait, travaillent aussi dans l'assurance et pas uniquement dans les sociétés d'asset management. Nous souhaitons qu'ils nous rejoignent avec une couverture maximale dans les différentes compagnies françaises dans un premier temps. Ce comité aura pour vocation en fait de réunir à la fois les personnes qui travaillent dans l'assurance, dans les organismes de pension ou qui peuvent fournir des prestations d'assurance ou de réassurance. Et on se rend compte en fait qu'il y a de nombreux produits, de nombreux éléments dans l'organisation du bilan de ces sociétés qui ne sont pas forcément connus ou partagés au sein du CFA France. Et c'est l'occasion justement de nous réunir et de pouvoir partager nos compétences. Donc cette première série se concerne plus particulièrement le non-coté pour les compagnies d'assurance et la possibilité d'avoir un impact en tant que compagnie d'assurance dans les sociétés non cotées. Vous pourrez constater en fait que c'est une démarche qui est en plein essor et qui rencontre un grand succès actuellement dans les compagnies d'assurance. Ça fera certainement l'objet d'autres séries plus tard. Et avec Antoine et les autres participants, nous sommes heureux de pouvoir vous présenter, tout du moins échanger sur certains éléments. Et en fait, cette table ronde va réunir 3 speakers. Le premier speaker, c'est Guylain Périzet, qui travaille chez Schroeder et qui a une expertise particulière dans cette société d'asset management auprès des compagnies d'assurance pour leur fournir des produits non cotés intéressants, avec aussi des possibilités dans sa gestion d'avoir un impact. Il nous en parlera. Notre deuxième speaker est Cédric Chavot, qui est en charge des investissements au sein d'Aviva et qui a une longue expérience d'investissement de son côté, et il pourra nous parler aussi de ses choix en non-coté. Et notre dernier intervenant est Adrien de Crambrouche, qui travaille à la Caisse des dépôts et consignations. Il travaille sur les fonds propres et ça fait plusieurs années qu'il investit sur des fonds, sur des sociétés non cotées et aussi dans des fonds. Et il a aussi un rôle important en termes d'impact pour le groupe Caisse des dépôts. Il va nous en parler plus à propos ultérieurement. Nous pensons que une première série de questions pourrait être intéressante pour vous. Et je pense que Marie-Alix pourrait nous afficher le premier sondage. Alors, quel est votre degré de connaissance de l'investissement à impact appliqué au private equity? Donc ça, c'est un premier sondage pour mieux connaître vos compétences dans ce domaine et savoir à quel type de public on s'adresse. Encore quelques petites secondes pour répondre. Donc on a un panel de connaisseurs à 40%, et après ça se répartit à peu près 30-30 de chaque côté en fonction de personnes qui découvrent ou qui maîtrisent vraiment le sujet. Et on a une deuxième question pour vous, pour commencer cette session. À votre avis, qu'est-ce qui peut réunir Schroeder, Aviva et la Caisse des dépôts autour de cette table ronde? Donc c'est une question qui n'est pas totalement... Enfin, il n'y a qu'une seule réponse, mais en fait, c'est pour un peu viser la salle. Est-ce le besoin de redorer leur image? Est-ce le hasard? Est-ce que chacun a des compétences dans le domaine? Moi, je pense personnellement pour cette option-là, mais je pense qu'on devrait être à 100% là-dessus. Mais des fois, on a des surprises. Encore 2 petites secondes.
Donc, il y a quand même des personnes qui pensent que c'est le hasard et des personnes qui pensent qu'ils ont besoin de redorer leur image. Et donc, en fait, c'est pas vraiment une question qui était anodine parce que beaucoup de gens pensent que ce type de société, les compagnies d'assurance, elles ont besoin de redorer leur image, surtout en ce moment. Et en fait, dans les faits, on verra que c'est peut-être un petit peu vrai, mais c'est pas totalement vrai. Et le hasard, bah, il n'y a pas trop de hasard dans le monde. Là, je suis pas trop d'accord avec les personnes qui ont mis le hasard. Voilà. Donc, ce que je propose, c'est que Antoine nous prenne un peu la suite pour animer du moins cette première série. Eh bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup, Adrien, pour cette introduction. Antoine Flippo, donc je vais m'occuper de la modération de ce webinaire aujourd'hui avec l'ensemble de nos panélistes, où vous avez pu entendre leur nom. Alors, on va commencer déjà par définir un petit peu ce qu'on entend par le private equity impact et donner un petit peu d'éléments de contexte par la notion de positive dans le mot impact, car aujourd'hui, on entend différents types d'interprétations sur la place. Donc, je vais m'adresser d'abord à Ghislain Périsset de Schroeder pour nous dire un petit peu ce qu'il entend par le private equity impact et la dimension positive. Ghislain, je te laisse la main. Merci, bonjour à tout le monde. Alors l'impact dans le ESG, déjà il faut peut-être le définir, après on peut se dire dans les private assets. L'impact, impact investing, c'est se dire on va regarder une dimension et on va essayer de démontrer que sur cette dimension, on a un impact positif. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme dimension? Aujourd'hui, on va avoir par exemple le climat. On peut se dire que dans le climat, on aimerait avoir des fonds qui soient carbone négatifs, qui aillent piéger du carbone. Donc, il peut y avoir des activités de private equity qui vont aller dans ce domaine de l'énergie, efficacité énergétique. Impact, ça peut être dans plein d'autres dimensions. On va voir la santé. Cette année du Covid montre que on a eu le Covid. Le Covid, c'est un risque S. Pour les assureurs, c'est donc un risque non financier qui n'était pas forcément identifié. Mais on va essayer d'investir là-dedans, dans la santé. Donc l'impact de manière générale, c'est un élément qu'on va pouvoir suivre, qu'on va pouvoir traquer. Ça peut être la création d'emplois, ça peut être beaucoup de choses. Et quand on va faire du investissement en private asset et surtout en private equity, donc en capital investissement, c'est quelque part plus facile d'identifier un facteur certain parce que dans le private equity, on va être des sociétés qui vont être sur des secteurs très concentrés. Si je suis sur la santé, je suis une société qui fait un vaccin Covid, elle fait un vaccin Covid. Donc, dans le monde du private equity, on va être sur des secteurs très définis. Voilà, quand on est dans le monde non coté, c'est des sociétés qui sont énormes. On prend de la holding. Voilà, si je prends par exemple Bouygues, ça va faire des télécoms, de la construction, du téléphone. C'est très diversifié. Tandis que dans les actifs, le private equity, etc., ça va être quelque chose de très concentré. Voilà. Donc, la définition impact que vont utiliser les asset managers, de manière générale, ça va être cette définition. Très bien, et je m'adresse maintenant à Cédric Chavot, côté Aviva, en tant que vision assureur-investisseur. Comment, toi, Cédric, tu définirais cette notion d'impact et de positivité? Oui, alors bonjour à tous, pour commencer, s'il fallait la résumer, cette définition, je dirais qu'elle repose sur trois critères. Le premier critère, c'est celui de la double performance. Donc, à contrario d'un fonds ESG, en fait, on va chercher à combiner le fonds ESG traditionnel vise avant tout quand même une performance financière. Là, on cherche à concilier donc le meilleur des deux mondes, donc une performance financière extra-financière. Le deuxième point qui est vraiment très important chez Aviva France, c'est l'accompagnement. L'accompagnement des entrepreneurs à impact et que cet accompagnement soit le plus actif possible. Donc, on a quelque part un rôle de coach auprès de ces entrepreneurs même si on investit au travers de fonds, on est actif dans la vie du fonds et donc on est amené à rencontrer ces entrepreneurs autour d'économie sociale et solidaire. Et puis, pour finir, ça a été dit par Ghislain, il y a cette notion de mesure qui est très importante. Donc, on obtient, nous, au travers de nos reporting. Et pour les fonds de private equity, ça va parfois jusqu'à qu'il y ait une partie du carry interest qui est reversée à une fondation ou que les bonus des gérants dépendent de KPI qui tournent autour de l'ESG. Voilà, ça peut être des initiatives qu'on voit au niveau des fonds de private equity et qu'on juge plutôt favorables. Très bien. Et Adrien, donc côté Caisse des dépôts, donc en termes de vision de place, est-ce que tu peux nous
nous partager quelques éléments historiques un petit peu pour contextualiser cette thématique de private equity à impact? Oui, bonjour à tous, ravi d'être avec vous. En fait, à la Caisse des dépôts, nous, on a un très long historique de l'impact. On a beaucoup cherché, beaucoup fouillé. Pour vous faire un peu brièvement l'historique qui fait qu'aujourd'hui, on peut vous donner une définition actualisée de l'impact. Pour tout vous dire, il y a environ 30 ans, on était un acteur qui intervenait massivement en subvention sur cet écosystème, qui était rarement porté par des modèles d'entreprise qui pouvaient soutenir leur croissance. Et puis, ce monde économique ayant évolué, il y a environ 5-6 ans, on s'est mis à investir dans les premiers fonds d'investissement impact. Et puis, le marché s'est relativement bien diversifié. On trouve beaucoup de styles de fonds. Voilà, donc on a pu faire notre marché, promouvoir ceux qui avaient un intérêt stratégique pour nous. Et puis, progressivement, il y a 4 ans, on a ouvert une thèse d'investissement direct dans des entreprises à fort impact social. Et donc, fort de cette expérience, de cette histoire, moi je dirais que investir dans des projets impact relève de plusieurs éléments. Alors, le premier élément, c'est répondre à une carence, répondre à un besoin d'intérêt général mal couvert ou à un déséquilibre de marché. Voilà ce qu'on voit. Ensuite, c'est investir à long terme. Sauf exception, la plupart des projets que l'on cible, ce sont des dirigeants qui nous disent « Attention, moi, j'ai un problème, je vais avoir besoin de temps. » Voilà. Un autre élément qu'on peut trouver fréquemment, c'est que les investisseurs qui choisissent ce type d'actifs acceptent régulièrement de ne pas rémunérer totalement leurs risques. Et du coup, en contrepartie d'une valorisation, de la création de valeur extra-financière. Voilà. Donc, je pense qu'on reviendra sur ce sujet, mais il est essentiel dans l'impact investing, c'est la contrepartie de l'effort financier. Et puis, dernier élément qui est très important pour nous, c'est une entreprise qui peut soutenir une croissance durable. Et on ne peut pas se contenter de modèles économiques très peu rentables, pas juste pour les beaux yeux de l'investisseur, mais surtout pour porter une croissance durable, soutenable et à fort impact. Voilà les quelques éléments qui forgent l'impact pour nous. Très bien. Alors, vous avez mentionné tout à l'heure également, donc il y a un aspect outils et récupération de la donnée qui est important de manière générale sur l'ESG et aussi sur l'impact. Donc, les participants se demandent aussi comment réussir son investissement private equity à impact. Est-ce que, Ghislain, côté Schroders, vous avez un retour d'expérience là-dessus, sur des bonnes pratiques, par exemple, que vous avez pu observer? Alors, dans les bonnes pratiques, nous déjà, c'est que sur toutes les activités de private equity, on est raté par les PRI, donc les Principles for Responsible Investments. Et dans les métriques que nous, on utilise, alors depuis leur création, on utilise aussi les SDG, les Sustainable Development Goals, ou en français les ODD, les Objectifs de développement durable, où c'est un certain nombre de métriques. Il y a 17 grandes familles dans lesquelles je crois qu'il y a près de 200 sous-registres qu'on arrive. On a des définitions exactes de plein de choses qui sont liées à l'impact. Et c'est un élément qu'on arrive à suivre. C'est-à-dire que quand on fait un due diligence d'une entreprise dans laquelle on va investir sur un de nos fonds de private equity, on vient analyser toutes ces informations-là. Ce qui est très intéressant, c'est entre le monde du private equity et le monde du listé, c'est qu'on va avoir étrangement à la fois beaucoup plus d'informations, mais des fois les entreprises sont très petites, donc là on a une problématique d'accès. Si vous êtes sur une startup de 30 à 40 personnes, ils vont pas avoir forcément une personne qui va aller chercher toute l'info, mais on va trouver énormément d'informations. Donc la problématique, ça va être plus d'essayer d'accompagner les petites entreprises à ramener cette information. Il va y en avoir beaucoup. Après, c'est de la mettre dans des métriques, et la métrique de comparabilité, c'est beaucoup en ce moment c'est beaucoup ODD qui est utilisé, c'est beaucoup aussi la TCFD. Et après, quand on va investir dans des marchés plutôt en normes américaines, normes américaines, c'est simple, hein, c'est le reste du monde sauf l'Europe. Les normes américaines, ils vont utiliser un petit peu, alors les abréviations, je ne me rappelle plus très bien, c'est EABS, etc. C'est une norme un petit peu comptable de données
données dites non financières, qui est un peu le challenger de la taxonomie européenne, mais qui permet de trouver pas mal d'informations. Voilà, donc il y a trouver l'info, l'amener dans les modes métriques et faire en sorte que les entreprises la trouvent. Une fois qu'on la met en place, on arrive à avoir des choses très comparables. Étrangement, aujourd'hui, nous, ce qu'on se rend compte, c'est plus facile d'avoir des données dans des pays dits en voie de développement. Pourquoi? Parce que dans les pays en voie de développement, on le voit beaucoup sur des projets d'infrastructure equity, donc de private equity plutôt infra ou climat en Amérique latine, en Asie ou en Afrique. On arrive à avoir beaucoup plus d'informations. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'ONG et beaucoup d'organismes para-gouvernementaux qui vont aider ces entreprises à monter les dossiers. Et là, on a beaucoup d'informations. On a une activité qui s'appelle Blue Org Chart, dans laquelle on fait du private equity, equity infra dans ces domaines-là. On arrive à avoir beaucoup d'infos. Étrangement, c'est plus compliqué dans les produits, dans les pays développés à cause de, voilà, ça demande du temps, il faut payer une personne pour le faire, il n'y a pas une NGO à côté qui trouve ces infos. Voilà. Donc, je dirais, les outils aujourd'hui, c'est les métriques et c'est ces métriques-là qui sont les plus utilisées un petit peu au niveau mondial. Enfin, très bien, alors là, je m'adresse à Adrien côté Caisse des dépôts. Donc, effectivement, on conçoit le fait qu'il soit difficile de trouver de la donnée sur notamment des petits acteurs, puisqu'on finance des sociétés non cotées. Est-ce qu'à la Caisse des dépôts, par rapport à votre activité, vous avez pu trouver justement des dénominateurs communs, des choses qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent moins bien? Alors, on a essayé beaucoup de choses. On a même créé un outil qui s'appelle MESIS, pour mesure d'impact, je ne sais plus ce que ça voulait dire. En fait, on l'a abandonné. On a créé ça avec BNP et puis Inco Investissement, qui est un fonds d'investissement impact. On a tenté l'aventure de créer un outil, créer une machine de reporting, d'identifier le bon indicateur. En fait, on en revient. Le point commun avec Guilin, c'est vraiment on se raccroche, il faut parler un dénominateur commun. On se raccroche aux ODD. Donc, on est parti de là. Et puis, derrière, on sort des indicateurs issus du business de l'entreprise. Mais on a mis en place une chose, c'est que ça doit être issu de la communication as usual de la boîte. Et donc, ça doit être issu de ces outils de pilotage interne. Si ce n'est pas créateur de valeur, voilà le diagnostic qu'on a fait. Si ce n'est pas créateur de valeur dans le pilotage de la boîte, c'est une usine à gaz à suivre. On le fait la première année parce qu'on veut faire plaisir à tout le monde. Et puis après, c'est ingérable. Donc, on essaie de trouver des indicateurs qui sont issus du business, du pilotage du quotidien, que la boîte les sorte, les crée spontanément. Il n'y a plus qu'à les récupérer. Et puis, autre marche de maturation qu'on a pu vivre aussi, c'est qu'on a arrêté cette course à l'échalote derrière l'indicateur pur et parfait. On a diagnostiqué, voilà, on va faire des indicateurs, ils ne seront jamais bons. On va plus mettre nos efforts sur aligner les intérêts des dirigeants sur des indicateurs simples de création de valeur extra-financière et aligner leur rémunération, la création d'actions gratuites, etc. Là, on va plus se concentrer nos efforts là-dessus. Voilà. Donc peut-être ça vous déçoit un peu, ça te déçoit un peu comme réponse, mais on sort de pas sur le côté. Voilà. Et puis, dans le même ordre d'idée, on découvre depuis quelques semaines la notion d'entreprise à mission. Et je pense que là, on tient aussi un nouveau levier d'innovation sur, vous savez, il y a un besoin d'audit tous les 2 ans par un tiers évaluateur, un tiers neutre qui vient dans la boîte évaluer. Et donc, je pense que là, ça peut être un juge de paix objectif pour vraiment aligner les intérêts entre les dirigeants et les différents investisseurs. Voilà. Très bien. Beaucoup de choses à faire. Effectivement, c'est dur de dégager une métrique. En général, on est plutôt sur un ensemble et on fait du try and test pour voir ce qui ressort le mieux suivant les investissements. Alors, on va introduire la seconde partie. Marie-Alix, s'il te plaît, on a 3 nouvelles questions pour l'audience pour introduire la seconde partie de ce webinaire. Donc, qui s'affiche à l'écran. Oui, au sein de votre employeur, quel axe est jugé prioritaire pour les années à venir? Alors, est-ce que c'est l'environnement, le social, la gouvernance ou pas du tout de ESG dans le futur, en fait? Donc, c'est les 4 points qu'on vous demande. Est-ce qu'il y en a plus particulièrement une qui vous semble être le point important sur lequel votre société va se concentrer, sachant que je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui sont sur 0 ESG, parce que la tendance, elle est quand même à faire au moins un des 3.
Encore 2 petites secondes pour voter. Alors, comme on pouvait s'attendre, c'est surtout le E. Et on voit que quand même le social et la gouvernance représentent 25 et 15% respectivement. Alors le E, c'est vraiment la tendance du moment. Et moi, ce que je peux observer, en tout cas de mon côté, c'est que le E est de plus en plus intégré et on en reparlera. Je pense que tous les aspects sociaux et gouvernance, en fait, ça demande encore du travail, mais ça peut être très important, surtout, à mon avis, l'aspect social. On peut passer à la question suivante. Alors, entre le E, le S et le G, dans quel domaine c'est le plus facile d'obtenir des résultats, ou tout du moins où on peut avoir un impact le plus facilement? Est-ce que c'est dans l'environnement, le social ou la gouvernance? Peut-être certains pensent que c'est équivalent dans les trois. Ah, c'est intéressant. Alors, le résultat, c'est plutôt facile d'avoir un impact sur la gouvernance, suivi après l'environnement et après sur le S, le social. Donc là, je pense qu'on est vraiment sur notre thème, puisque faire de l'impact, ça peut être sur les trois, mais en général, quand on fait vraiment de l'impact, ça a quand même un impact social, puisqu'à la fin, c'est l'humain qui bénéficie quand même des avantages, que ce soit environnemental ou au niveau de la gouvernance. Et donc, c'est intéressant de voir que le social, c'est que 10%, et pour les 5% des gens, c'est équivalent. Tant qu'on a encore une question. Alors, où pensez-vous que l'impact est le plus difficile à rechercher en termes ESG? Alors, est-ce que c'est clairement sur le E, plutôt le S, plutôt le G ou équivalent? Plus difficile, pardon. Plus difficile. Je crois que j'ai dit facile. Plus difficile. Bien 65% des gens pensent que c'est sur le social que c'est le plus difficile d'avoir un impact, suivi de l'environnement, puis la gouvernance. Et pour 5% des gens qui ont l'air cohérents, c'est équivalent. Merci pour ces résultats. Donc, effectivement, donc ça va introduire notre seconde partie. On va prendre un petit peu la température du côté de nos panélistes sur ces résultats et sur ce qu'ils font. Alors, on va commencer côté Cédric, côté Aviva. Alors vous, par rapport aux investissements que vous avez faits chez Aviva, quel a été l'impact le plus recherché, notamment? Et est-ce que vous pouvez nous faire part de quelques exemples de partenariats que vous avez pu faire récemment avec le focus E, S ou G? Oui, très bien. Alors, depuis de nombreuses années, je situerai ça autour de 2014, on a une politique d'investissement à impact social. Donc, je pense que ça répond un peu à la question. Et comme ça a été souligné par les participants, c'est peut-être un axe difficile à aller chercher. Donc, on a lancé, on est sponsor en fait d'un fonds de capital développement qui vient financer des entreprises à impact autour de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, qui ont besoin de changer d'échelle. Donc, c'est un apport en quasi-fonds propres qu'on leur fournit à hauteur de 500K à 1 million d'euros pour les meilleures d'entre elles. Je voulais juste peut-être revenir un petit peu sur les mesures d'impact qu'on réalise au travers de ce fonds, grâce à notre partenaire qui a été cité, qui s'appelle IMCO. En fait, il y a quand même il n'y a pas de mesure parfaite.
Et pour essayer de s'en approcher, en fait, on va combiner quand même à peu près 300 indicateurs sur les aspects financiers, 300 indicateurs sur les aspects extra-financiers. Et ce qui compte et qui n'a pas forcément été souligné jusqu'à maintenant, je dirais, c'est aussi beaucoup la personnalité du chef d'entreprise et son projet. On attache aussi beaucoup d'importance au charisme du chef d'entreprise et on va chercher à l'accompagner sur la durée. Donc, s'il fallait parler un peu d'une initiative qu'on a lancée récemment, c'est un fonds de private equity qui est géré donc par un acteur bien connu du venture capital en France. Donc Aviva est sponsor de ce fonds, mais on est rejoint maintenant par d'autres institutionnels. Donc le fonds est ouvert. Et donc on vient financer une nouvelle fois des entrepreneurs à impact. Donc ça c'est assez classique, mais on a voulu aller plus loin. On s'est aperçu qu'il y avait des entreprises qu'on avait accompagnées ces dernières années et qu'on avait accompagnées sur le plan financier, mais que finalement c'est des gens qui sont peut-être un petit peu loin de notre monde de financier et qui ont un petit peu de mal sur les levées de fonds. Et donc en fait, dans ce fonds-là, parmi les entreprises qui sont financées vont aussi bénéficier d'un accompagnement à la levée de fonds par un acteur spécialisé. Donc c'est un accompagnement d'1 an et on pense en tirer les fruits. Donc c'est clairement win-win pour l'entrepreneur et pour les investisseurs. Donc voilà, donc c'est un fonds assez innovant en ce sens où il y a donc un assureur qui est sponsor financier, un acteur VC et puis un incubateur de start-up pour les accompagner. Et donc ça, c'est clairement, voilà, c'est suite à des constats qu'on a pu faire. On a accompagné de belles entreprises. Je pense que la plus connue d'entre elles, c'est Yuka. On a accompagné aussi Castelli, mais quelque part, ça s'est arrêté là. Donc c'était qui plus est sous forme de subvention. Donc voilà, donc c'est un chèque. Et puis ensuite, on ne sait plus trop ce que ça devient. On voit leur réussite sur Internet. Donc là, on a clairement voulu aller plus loin dans la démarche et être le plus proche possible de ces entrepreneurs dans la durée. Très bien, c'est intéressant ce que tu dis, Cédric, sur l'aspect humain. Effectivement, on est sur des petites sociétés, on investit, il y a différents cycles d'investissement. On investit d'abord sur un business model aussi et sur un secteur en particulier. Donc oui, sur ce point, je pense que c'est assez intéressant de le rappeler également à l'audience sur ce type d'investissement. En tant qu'acteur aussi, vous, Aviva, qui avez fait quand même pas mal d'activités sur le sujet. Du coup, je vais me tourner vers Ghislain, à côté Schroeder. Donc là, on a eu un retour d'expérience avec Aviva qui est assez actif, qui a pris les devants, on va dire, sur le sujet, comme l'a dit Cédric depuis 2014. Comment on aborde ce point avec d'autres de vos clients institutionnels? Quel est le meilleur point de départ, entre guillemets, pour réussir son investissement de private equity à impact? Comment vous faites, vous, côté Schroeder, avec vos différents clients? Alors, déjà, je pourrais dire qu'il y a plein de métriques. Il y a une première métrique, c'est la culture et le pays et la culture de l'entreprise. La deuxième métrique, c'est est-ce qu'on veut investir dans quelque chose pour en parler? Regardez, j'ai investi dans telle fondation, regardez machin truc, mais bon, on a mis 50 millions d'euros alors qu'on en gère 100 milliards. Enfin, c'est quelle est cette dimension que va prendre. Après, je pense que le premier élément, c'est le culturel. Alors, comme on a vu, tout le monde à 65% a mis que le G est la dimension première. Naturellement, qu'on soit assureur, asset manager ou banque comme la Caisse des dépôts, on a tous une dimension de gouvernance qui est inhérente à nos métiers, qui est très très forte. Et quand on investit dans des boîtes, la transparence et toutes les équipes de gestion, quel que soit le projet, à impact ou pas, comment ils se comportent. Donc la gouvernance, je dirais, c'est notre métier parce qu'en tant qu'investisseur, le G, on est dessus. La réglementation ESG, elle vient sur le E et sur le S. Après, on a différents angles de culture. On le voit cette année, que ce soit la FFA ou pas mal d'initiatives, beaucoup de personnes sont intéressées sur le private equity santé. Nous, on a un certain nombre d'initiatives et d'investisseurs sur des fonds santé. Enfin, on est un des leaders européens en private equity santé. On a près de 3 milliards d'euros là-dessus. On est les 45% des assureurs allemands investissent dans nos fonds de santé. On a par exemple la première société de dépistage de Covid en
en Allemagne. Et pendant la crise, ce qu'on a pu remarquer, c'est que des investisseurs, par exemple danois, sont venus nous voir en disant, voilà, on est prêt à investir 50 millions de plus dans cette société si vous êtes capable de faire tout de suite une usine de production de tests en Allemagne. C'était fait au mois de mars, pour vous dire la rapidité des assureurs danois, alors que bon, il me semble en France, c'était un peu moins rapide. On a eu des cas comme ça. On est aussi l'actionnaire de la deuxième boîte chinoise qui fabrique les aérateurs. Et cette boîte-là, on l'a incité à distribuer des aérateurs. Là, c'est pareil, on a un nouveau investisseur assureur italien qui est venu investir avec nous en co-investissement dans cette boîte dès le mois d'avril pour pouvoir distribuer des aérateurs. Donc là, je dirais, on a des investisseurs tactiques qui se disent, tiens, dans le private equity, j'ai des gens qui sont intéressés. On est un partenaire avec Blue Orchard, qui est une société qui a été initiée par le PRA il y a 20 ans, de tout ce qui est private equity dans les pays. Alors d'un côté, le small banking, et de l'autre côté, le private equity de pas mal de pays émergents. Et ce qu'on peut voir là, on va avoir des investisseurs institutionnels qui viennent, qui se disent, tiens, on a compris que pour aider les gens, il faut le faire de manière un peu industrielle et aller faire des partenariats avec des banques dans certains pays. Et là, nos investisseurs vont être beaucoup plus nordiques, suisses, anglo-saxons. Voilà, c'est plus culturel. Après, on va avoir des biais. Par exemple, le private equity français est moins industriel que le private equity allemand. En Allemagne, il y a beaucoup de partenariats d'impact où quand on investit dans des usines, à côté, on va investir dans les trucs de formation. Vous savez, en France, il n'y a pas comme les écoles, on fait les CAP, etc. En Allemagne, c'est souvent des joint ventures entre privé et public. Et donc, si vous accompagnez une boîte, il faut faire de l'impact local. Donc, l'impact se fait en parallèle de l'entreprise. Voilà. Donc, les investisseurs institutionnels vont avoir des comportements très différents sur l'impact. En Angleterre aujourd'hui, le truc qu'on nous demande, que ce soit en private equity ou en infrastructure, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. C'est ce qui s'appelle la thématique modern slavery, l'esclavage moderne. Et pour eux, c'est super important. Lorsqu'on investit par exemple dans des plateformes internet, derrière, quel est le business model qui va être généré? Par exemple, à un certain niveau, c'est plus le cas aujourd'hui, mais Uber pouvait être considéré de l'esclavage moderne. C'est comment on arbitre un truc social pour faire travailler quelqu'un sans qu'il soit salarié. Et donc, du coup, on va avoir comme ça des critères, et là, c'est des fonds de pension et des assureurs anglais qui nous demandent ça. C'est dans les portefeuilles qui sont construits pour eux, allez vous assurer que derrière, le truc qui paraît super parce que c'est industriel, mais derrière, ça ne vient pas avoir des impacts négatifs. Bon, je parle beaucoup, mais pour résumer, c'est très culturel. Et c'est lié aussi à ce que la boîte, c'est de l'assurance vie, de la santé, de la non-vie. Et là, il va y avoir un biais naturel qui va faire que l'impact va être perçu très différemment. Très bien, non, effectivement, c'est intéressant de rementionner l'aspect déjà européen et international de par ton activité, IMIA. J'aimerais bien avoir également le point de vue là-dessus de la Caisse des dépôts côté Adrien, notamment sur les aspects ESG et le point sur l'alignement des intérêts entre le management et l'investisseur, qui est quand même assez central dans ce type de business. Moi, je voudrais bien discuter avec tous ceux qui ont mis que le plus dur, c'était l'impact social. Nous, à la Caisse des dépôts, on est hyper concentré sur l'impact social. Et du coup, ça doit être un biais cognitif de mon quotidien. Moi, je trouve que c'est le plus facile. En fait, quand on arrive dans une boîte et que là, c'était un de nos derniers deals, c'est des modèles alternatifs à la maison de retraite. Quand on met 1 million, que ça fait levier sur x4 et que ça permet de prendre en charge 18 petits vieux, etc., sur le long terme, et qu'on a des indicateurs de frein de la dépendance, je trouve ça assez simple en fait. Donc moi, je suis plutôt… Alors déjà, notre stratégie, c'est vraiment le social. Donc moi, je travaille essentiellement sur tout ce qui est santé, vieillissement, handicap, habitat. On a d'autres stratégies d'investissement pilotées par d'autres équipes, bien sûr, mais quand même, notre fonds de commerce, c'est le social. Et je trouve que suivre ces indicateurs-là, je les trouve très tangibles, moi, au quotidien. Voilà. Et du coup, je suis étonné de la réponse du sondage. Je trouve qu'au contraire, pour tout ce qui est environnemental, je dirais, il faut des indicateurs de long terme. Je pense qu'il faut beaucoup de patience pour observer les fruits de notre action sur les indicateurs environnementaux. Voilà pour ma première. Comment ?
Ouais, excuse-moi, Adrien, c'est bien que tu dises ça parce que c'est vrai que moi, c'est l'une des choses qui m'avait choqué dans le sondage. Et en fait, les gens se rendent pas compte que moi, enfin, c'est peut-être un peu ce qu'on fait enfin, avec un esprit Caisse des dépôts, mais c'est qu'en fait, le contact humain, c'est déjà commencer un début de social, en fait. Et en finance, on a peut-être un peu beaucoup comment dire, déshumanisé la relation sociale. Et ce qui est bien avec ce que vous faites dans le non-côté de votre côté, c'est que vous êtes en contact directement avec l'entrepreneur. Et en fait, comme tu dis, le social, on le vit au quotidien. Et c'est vrai que l'environnemental, qui est souvent mis en exergue, mais en fait, ça se mesure tellement sur du long terme que c'est difficile d'être sûr de l'impact qu'on va faire, alors que à très court terme, on peut avoir un impact social avec des investissements et en étant intelligent dans la façon de procéder. Mais je te laisse continuer. C'est pour abonder dans. Non, très bien. Je pense qu'on peut enchaîner sur la troisième partie et les deux dernières questions du sondage pour voir un petit peu ce que pense notre audience. Et éventuellement, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, il y a un Q&A qui est également disponible. Je vois qu'il y a une question d'ailleurs. Alors, je vais prendre la question de Jacques avant, Adrien. Donc Jacques nous demande: bonjour, l'impact social n'a pas encore de taxonomie au niveau européen car la législation sociale européenne est peu harmonisée. En effet, mesurer l'impact social est compliqué. Comment mesurer un salaire décent payé aux employés? Alors, qui veut prendre cette question? Je veux bien la prendre parce que moi, je suis d'accord avec la question de Jacques et ce qu'on peut se rendre compte, et je pense que c'est culturel, ce qu'on appelle social est très différent selon les pays. Par exemple, il y a un facteur qui est dans les PAI, vous savez, les Principal Adverse Impact, c'est-à-dire qu'il va falloir bientôt renseigner sur les entreprises. Le whistleblowing, par exemple, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le whistleblowing, c'est un système par lequel vous dites, bon voilà, je ne suis pas d'accord avec ce que dit mon chef, donc j'ai un truc d'escalation, de remontée d'informations parallèles. Ça, ce n'est pas un truc de la culture française. Moi, avant de travailler chez Schroeder, j'étais dans un groupe français. Aller parler à son N+3, mais sans rien dire au-dessus, etc., on n'imagine même pas. Chez un Anglais, ne pas le faire, c'est une faute professionnelle. Enfin, chez moi, chez Schroeder, c'est une faute professionnelle de ne pas aller discuter à quelqu'un au-dessus. Et donc, du coup, il y a des trucs sociaux comme ça qui n'existent pas. Par exemple, en Angleterre, j'ai essayé de traduire ce que c'est un pervers narcissique en me demandant, en France, il y en a dans les entreprises, mais ça ne peut pas vraiment exister parce qu'ils ont la culture du 360 complet. C'est-à-dire, quand vous faites un feedback de fin d'année, je mets un avis sur mon chef, sur mon N+2, en dessous, machin truc, et c'est pareil dans tous les sens. Du coup, ce type de profil ne peut pas vraiment exister. Et pareil sur les salaires, ce qu'on appelle effectivement un salaire décent payé. Si on prend les normes INSEE en France, est-ce que les normes de pauvreté veulent dire quelque chose? Parce que avoir un SMIG à Paris, ça veut dire que bon voilà, on va dormir dans 7 mètres carrés et que c'est peut-être compliqué. Si vous êtes au fin fond de mes Pyrénées natales, franchement, vous vivez pas comme un roi, mais tranquille. Donc il y a ces notions, toutes ces notions sociales, effectivement, et moi, pour moi, elles sont beaucoup plus compliquées que le E. À partir du moment où on cherche à prendre, si je prends l'indicateur du bouton qui est le bonheur national brut, je pense que le social va être beaucoup plus compliqué, tandis que le E, voilà. Et les trucs de la discussion de l'EIOPA aujourd'hui, justement, c'est ce qu'elle disait. Elle disait le E, c'est peut-être compliqué, mais ce sera toujours moins compliqué que le social. Enfin bon, je te challenge, Adrien. Non, ça fait bien la transition parce qu'on a aussi une question de Gabriel qui nous demande: comment arrivez-vous à mesurer la performance impact sur le S, donc le fameux social? Existe-t-il un benchmark de référence? Donc effectivement, vous avez parlé qu'il y a des critères réglementaires qui sont ensuite retranscrits. Du coup, pour lui répondre, donc on en a déjà parlé, mais est-ce que vous utilisez des benchmarks de référence? Non, en fait, nous, on regarde, on construit. En fait, on est des artisans. On construit avec les dirigeants un business plan extra-financier et on leur dit, voilà, tu veux qu'on vienne soutenir ta croissance et dans 5 ans, on est où? Et donc, on construit parallèlement au BP une ambition. On pose des indicateurs qui sont extrêmement tangibles, simples. Par exemple, on a investi cette année dans un viager solidaire en fait, qui vise en fait, à créer la maison de retraite à domicile
donc qui lutte contre la dépendance. Là, c'est très simple en fait. Les personnes, elles ont la sécurité sociale leur donne un niveau de dépendance, GIR 1, GIR 2, GIR 3, etc. Ensuite, en fonction de critères de revenus, on peut savoir à qui on s'adresse. Via les feuilles de déclaration d'impôt. Et ensuite, en fonction de la zone géographique où est-ce que ces personnes sont, il y a le ministère du Logement qui a cartographié toute la France et on sait les zones où c'est agréable de vivre, les zones tendues, etc. et les zones où c'est moins agréable. Donc, c'est hyper simple de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire, quel est l'impact. Voilà un peu comment on s'y prend. Et puis ensuite, aligner les intérêts des dirigeants avec cet impact, c'est très clair. C'est de leur dire, voilà, par exemple, dans un deal qu'on a fait très récemment, là, c'est tu veux ouvrir des béguinages, donc des maisons de retraite alternatives. Je vous parle beaucoup de vieux ce soir. Hein. C'est de dire, voilà, tu veux ouvrir X centres dans telle année. Donc, en fait, dans 3 ans, tu les as tous ouverts. Donc, tu as 3% d'actions gratuites qui sont ouvertes. Et puis ensuite, sur la performance de la gestion, tu as aussi 3% d'actions gratuites qui sont possiblement disponibles pour les dirigeants fondateurs. Et ensuite, il reste X% d'actions gratuites en fonction de critères, là un peu plus compliqués, extra-financiers, sur le temps alloué aux personnes, sur l'animation sociale et ainsi de suite. Voilà. C'est un exemple dit rapidement, mais... Moi, Et sur la performance impact, je dirais on peut utiliser les ODD. Hein. Si on parle à la question de Gabriel Houette là, qui parle Oui, sur les... oui. Une première base. On peut utiliser les ODD, mais je pense, bon, je parle trop. Vas-y, peut-être Cédric ou... Vas-y, Adrien, je pense qu'il faut qu'on enchaîne. Très rapidement, mais sur le social, on a souvent un KPI autour de la création d'emplois. Là, je pense que la mesure est précise. Au niveau de l'entreprise, là je parle pour tout Aviva France, depuis cette année, on a intégré au business plan un certain nombre de mesures liées au climat. Et quand on se fixe des objectifs de réduction d'émissions de CO2, ça pose beaucoup de questions. C'est quel fournisseur, quel provider de données? Est-ce qu'on a inclus le scope 3? Et donc, il y a plusieurs façons d'y arriver. Donc, c'est quand même beaucoup plus flou sur la manière de mesurer que là où sur le social, je pense que c'est quand même beaucoup plus tangible, il y a moins de dispersion. Je rajouterais à ce que tu dis, Cédric, c'est que effectivement le social, contrairement à ce qu'on pense, c'est beaucoup plus matérialisable rapidement parce que c'est de l'humain. Après, sur la partie mesure, on pense souvent que l'environnement c'est facile, mais c'est pas si simple que ça parce que quand on rentre dans le détail, c'est beaucoup plus compliqué. Et sur la partie sociale, il y a un indicateur qu'on oublie souvent, c'est l'indicateur de bien-être au travail, qui justement évite d'uniformiser trop les critères sociaux. Mais si on peut réussir à mesurer le bien-être des salariés au travail, c'est quand même un très bon indicateur de l'impact social s'il y a une évolution qu'on a pu avoir. Et ça, c'est peut-être le mot de la fin que je mettrai sur ce point-là. Et je vais demander à Marie-Alix de nous mettre la prochaine question, s'il te plaît. Alors, parmi les affirmations suivantes, il faut que vous trouviez l'intrus. Alors là, c'est encore une question pas si piège que ça, mais qui en dit beaucoup. Alors, Aviva est la première compagnie d'assurance à devenir neutre pour le climat. Alors, Schroders est amené à investir différemment dans le cadre de ses mandats, par exemple, dans des logements sociaux ou des établissements dédiés aux personnes ayant un handicap. La CDC a mis en place depuis plusieurs décennies une politique de gouvernance stricte, en particulier sur les jetons de présence de ses administrateurs. Et donc, trouver l'intrus, est-ce que peut-être que c'est la dernière réponse, chacun en fait déjà bien assez. Donc, alors moi, je pense que c'est ça le dernier, mais je n'aurais pas dû le dire. Donc, en fait, je commenterai un peu plus ce sondage après. Trouver l'intrus. Je pense que tout le monde devrait avoir 100%. Encore quelques petites secondes. Ah, alors c'est intéressant. Alors, tout le monde pense que Aviva est neutre sur le climat. Donc, ça veut dire que les gens sont bien au courant pour Aviva. Schroders,
n'est pas sûr encore. Et la CDC, c'est bizarre, les gens ne sont pas forcément convaincus. En fait, l'intrus, c'était bien la dernière réponse. Hein, c'est qu'en fait, chacun en fait toujours plus et en fait, on ne s'arrêtera pas d'en faire bien assez. Donc, Aviva, Schroeder et la CDC ne sont pas réunis là par hasard. C'est qu'ils sont vraiment impliqués et ils veulent vraiment avoir un impact dans leur investissement, en particulier sur le bon côté. Et donc, pour commenter un peu les deux autres points, Schroeder, Guylain pourra nous en parler, il nous en avait parlé précédemment, effectivement, des fois dans leur mandat, ils sont amenés à investir dans des environnements qui ne sont pas vraiment rentables. Et la CDC, bien sûr, elle a mis en place depuis plusieurs années des règles strictes sur les jetons de présence, effectivement, qui sont reversés intégralement à l'établissement public. Donc voilà. Donc, après, il me semble qu'il y avait peut-être une petite question en plus. Je ne me souviens pas, Marie-Lix. Juste sur cette question, Adrien, donc on a Philippe qui nous dit, c'est assez intéressant, il nous dit cette question est aussi vicieusement rédigée qu'une question d'éthique du programme CFA. C'est ça, Philippe me prépare exactement pour rédiger. Mais je suis d'accord, moi j'ai coché Schroeder. On sent le lien. Je n'avais pas compris la question. Vous n'êtes pas là par hasard. Relisez la question, j'ai trouvé l'intrus. Alors, on peut amener la dernière question, s'il vous plaît, et ensuite on pourra conclure sur la dernière partie. Alors, par rapport à l'investissement en PE classique, quels critères majeurs sont recherchés dans l'investissement PE à impact? Alors, le processus est similaire entre les deux. La dimension de rentabilité pour l'investisseur, un processus de sélection plus sélectif, une multitude de filtres de sélection adaptés. Alors là, chacun peut avoir une opinion. Hein. Ça permet de voir comment les gens voient les choses. Bon, après, il y a quand même un intrus quand même dedans, mais il y en a trois. Il y a une question pour entrer à la CDC, il faut s'appeler Adrien. Aussi, oui, c'est ça. Je peux en remettre une couche. Dans mon équipe, j'ai un Adrien. C'est pour rester triple A. C'est ça, exactement. Donc, alors, on a quand même une majorité qui pense qu'un processus de sélection est plus sélectif, une multitude de filtres de sélection à adapter. Donc, on vous laisse un peu en débattre et puis il y a d'autres éléments qu'Antoine va présenter aussi. Très bien, donc ça nous fait une belle transition pour la dernière partie. Donc, on va parler un petit peu du cycle d'investissement sur le private equity impact en opposition au private equity classique, je pense, qui est plus connu aujourd'hui sur le marché. Alors, je vais commencer par m'adresser à Cédric côté Aviva. Donc, comment on différencie donc un investissement PE classique versus un investissement à impact? Quelles sont donc les principales différences? Et comment vous investissez chez Aviva en termes de processus et de sourcing? Oui, alors il y a beaucoup de questions dans cette question. D'un point de vue processus d'investissement, ma foi, c'est assez classique. Donc, on définit une stratégie d'investissement. Donc, il y a une certaine part qui est réservée au fonds de private equity impact, ce qui laisse entendre qu'en fait, on ne fait pas que ça. Maintenant, j'espère qu'il va y avoir aussi une convergence, je dirais, dans l'industrie. Et que finalement les critères qui sont regardés aujourd'hui par les fonds d'impact vont être progressivement intégrés par les fonds de private equity dits traditionnels, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé en fait sur l'ESG, où on voit clairement une convergence. Aujourd'hui, l'ESG, l'intégration ESG est devenue quasi incontournable. Il n'y a plus vraiment les fonds qui ne sont plus sur la vitrine et puis les fonds qui le sont de l'autre côté. Donc, je pense qu'on va vivre un petit peu le même type d'évolution du côté du private equity. Et puis, je reviendrai un petit peu sur quelque chose qui a été dit par Adrien et qui est vrai, quoi. C'est qu'aujourd'hui, je pense que quand on fait du private equity impact, il y a peut-être un petit sacrifice à faire côté rendement, c'est certain. Mais après, je dirais qu'il y a aussi une satisfaction, une utilité qui est apportée au travers de cet investissement, qui compte aussi beaucoup en tant qu'entreprise citoyenne et qui compte aussi aux yeux de nos clients, de nos assurés. Donc, c'est de plus en plus demandé aussi que l'entreprise soit une entreprise engagée, responsable
Et donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est pas 100% du portefeuille de private equity qui fait du private equity impact. Comme on l'a dit, c'est que ça vise aussi des sociétés petites. Donc, on peut pas déployer des montagnes sur ces segments-là, mais c'est un segment qui grossit et voilà qu'on va accompagner avec beaucoup d'intérêt et qui foisonne d'un point de vue méthodologie, mesure. Donc voilà, qui mérite d'être peut-être un peu plus normé, mais ça en prend la voie. Bien, effectivement, donc Ghislain et Adrien l'avaient mentionné, hein, donc il y a un fort impact culturel à prendre suivant le pays dans lequel on se situe, à la fois en termes de segments aussi, hein, d'appétit on va dire des compagnies suivant tel ou tel secteur. Est-ce que, Adrien, côté CDC, vous pouvez revenir un petit peu là-dessus et donner votre retour sur ces fameuses différences culturelles par pays sur le sourcing? En fait, nous, pour sourcer, on a la chance d'avoir un réseau territorial, la Caisse des dépôts. Donc, c'est à peu près un système un peu classique comme dans toutes les structures qui sont organisées ainsi. Moi, je reviendrai un peu sur le process, en fait. Est-ce que c'est plus sélectif ou pas? J'ai été interpellé par le sondage, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui participent avec nous pensent que c'est beaucoup plus sélectif. Et en fait, c'est ambigu parce que c'est vrai que c'est plus sélectif dans le sens où on va bien regarder le modèle social, le modèle impact de l'entreprise, sa stratégie. On va aussi regarder qui sont les dirigeants, de quoi ils sont animés en fait. Est-ce que c'est du fake, de l'habillage ou pas? On va aussi regarder le tour de table. On va être hyper exigeant sur avec qui on se marie. Et là, il y a une ambiguïté entre un petit monde qui se connaît bien, patte blanche, et puis moi, mon rôle, enfin c'est comme ça que je le vis depuis quelques temps à la Caisse des dépôts, c'est de ouvrir ce monde. Il y a un tissu de PME extraordinaire qui fait de l'impact sans le savoir, et je pense qu'il y a énormément d'investisseurs qui sont de très bons associés et qui peuvent porter des modèles d'impact et qui ne le savent pas encore. Et puis, inversement, ce qui est marrant, c'est que comme c'est un marché émergent, des belles boîtes à impact, bah, parfois, on a un peu la dalle. Et voilà, on oscille entre parfois être extrêmement exigeant, et puis parfois, on se dit, on est tous à se ruer sur quelque chose qui est voilà, sur un marché encore émergent. À peu près ce que j'ai à dire. Très bien. Et Ghislain, bon, tu l'as déjà évoqué, mais est-ce que tu aurais un dernier mot là-dessus? Notamment, tu as parlé de différents pays hein, comme l'Allemagne, le Danemark, le UK, qui ont des visions et des appétits différents sur cette thématique. Bah, je pense d'abord qu'on peut arriver à faire du en même temps. C'est par exemple si je veux aller sur la santé, les fonds de private equity santé, ça marche très bien. Les rendements des fonds de private equity santé sont au-dessus de 20% depuis 10 ans. Donc, on peut aller aussi bien dans la santé en faisant mieux que dans la techno, parce que la techno, on est plutôt sur du 15-17. Donc, on peut avoir de l'impact et à la fois du rendement. Il y a des classes d'actifs sur lesquelles il peut y avoir des bulles. Je pense qu'il y a des classes d'actifs quand même dans lesquelles il y a énormément qui allaient. Donc, si on prend les renewable pure, tout ce qui est financement au private equity autour du photovoltaïque, des éoliennes, etc., on a quand même des bulles, beaucoup d'actifs qui sont là-dessus. Donc, OK, on peut faire peut-être de l'impact climate, mais en termes de rendement, ça va peut-être pas aussi être intéressant. Il y a des classes d'actifs à créer. Comme tu viens juste de dire, Adrien, il y a des choses qui sont naissantes, mais elles sont naissantes dans le sens où les gens ne s'y intéressaient pas, mais elles existaient déjà. Par exemple, je travaille avec des assureurs allemands qui, étrangement en France, sont les premiers investisseurs en Vendée ou en Bourgogne, parce que c'est des régions qu'ils aiment bien en France. Et du coup, c'est en allant avec eux que j'ai découvert des boîtes en Vendée qui n'ont surtout pas voulu. Alors, d'investisseurs parisiens, c'est que des fonds de private equity allemands parce qu'ils retrouvent le même ambiance familiale et c'est hyper impact. Ils ont des cahiers des charges sur des normes. Alors, la France est un des rares pays avec la Belgique qui est laïque. Tous les autres pays d'Europe ont des fonds à thématique religieuse. Donc, on a des fonds de private equity en Allemagne à thématique protestante ou catholique selon les régions qui avaient des petites différences. Mais du coup, ils ont des chartes. Et la Vendée, c'est bien reconnu dans les chartes des fonds de private equity bavarois. Et du coup,
vous avez des chartes, franchement, bon, j'ai pas vu ces mêmes chartes dans les autres fonds parisiens, et qui sont très importantes, qui vont dans le détail, le traitement des salariés, les trucs, etc., les comportements, les enfants des salariés, les comportements entre les gens, etc. Et du coup, on va retrouver des fois comme ça, maintenant peut-être à Paris, on va regarder ces boîtes, alors qu'avant, personne ne les regardait. Et donc, il y a des éléments comme ça de culture qui apparaissent. Mais je pense que c'est capable aujourd'hui, on est capable de faire du rendement. Ça fait que les investisseurs vont s'intéresser à des choses où avant on ne s'intéressait pas. Voilà, il y a 10 ans, parler de financement autour des maisons de retraite, etc., dont tu viens de parler, Adrien, c'était pas fashionable. Voilà, là, dans le l'ESG, ça passe très bien. Voilà, donc je pense qu'il y a des investisseurs qui reviennent et le l'ESG, surtout en France où la culture financière n'était pas très extra-financière, ce qui est le contraire dans le monde anglo-saxon, la culture extra-financière est très très marquée. En France, c'est bien parce que du coup, tout le monde s'intéresse et va s'intéresser à des secteurs où les gens n'allaient pas avant en se disant, bon là, il n'y a pas de valeur à faire, etc. Alors qu'il y a et de la valeur humaine, de la valeur ESG, aussi de la valeur financière partout. Et je pense que le ESG fait que tout le monde, et l'impact, fait qu'on va aller regarder partout et qu'il y aura moins de condescendance à ne pas regarder certaines classes d'actifs. Tout le monde va regarder partout maintenant. Et on comprend bien donc le champ des possibles est assez large, hein, c'est vraiment le message qui en ressort. Malheureusement, il nous reste 1 minute. Éventuellement, on peut prendre une dernière question, si vous voulez, l'adresser à nos panélistes. Et entre-temps, bon, on va conclure, mais on vous remercie vraiment pour votre participation. Merci aussi à Ghislain, Cédric et Adrien pour les interventions de qualité, je l'espère, et qui a été très utile pour notre audience afin de démystifier un peu plus cette thématique, hein, comme on l'a vu sur les résultats d'audience. Adrien, je te laisse la main pour conclure. Merci beaucoup. Oui, donc je remercie aussi nos participants pour leur présence et leurs questions. Là où je suis content d'avoir réuni nos panélistes, c'est que on a pu montrer quand même que l'impact, ça avait aussi du concret aussi à travers les compagnies d'assurance et le non-coté. Je pense qu'il peut y avoir un niveau d'impact supplémentaire, c'est par la participation au comité assurance pour ceux qui le veulent. Et en fait, on est en train de monter plusieurs séries, on est en train d'essayer de créer un petit réseau dans chaque compagnie d'assurance. Et donc, j'invite ceux qui sont intéressés à nous envoyer un petit email à moi ou à Antoine. Il y a un petit groupe qui se met en place et on est ravis de participer et de pouvoir contribuer à la démarche CFA France au sein des compagnies d'assurance. Voilà, donc c'était un peu le mot de ma fin et merci à tout le monde. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.